Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présentes ce soir. Ça fait toujours plaisir quand on organise des choses de voir qu'il y a d'autres personnes que nous qui sont intéressées par ce qu'on propose. Donc merci d'être là, d'avoir bravé le mois de novembre. Donc c'est une soirée qui est organisée par Drop. C'est une association design, recherche ouverte, performance qui a un lieu près de la place Jacquard qui s'appelle la Chambre des méthodes où il y a des résidences d'artistes designers en recherche. Et puis si vous voulez les infos à l'entrée, vous avez dû voir un petit carnet où vous pouvez aussi écrire votre adresse. Et donc là, on est à l'amicale laïque du Crédroc. Donc s'il y a certaines personnes qui ne connaissaient pas, c'est un lieu d'éducation populaire important à Saint-Étienne. Et on est ravis d'être là ce soir. Et voilà, donc l'idée là, c'est d'avoir une discussion donc, avec Jeanne Guillan qui est ici avec nous pour la soirée. Ensuite, ça se poursuivra pour une partie plutôt festive, comme d'habitude à la cale, avec une partie mix électro-acoustique en haut dans le gymnase. Et après, il y aura aussi à manger pour tout le monde, pour qu'on puisse reprendre des forces. Et puis, DJ set de Dame Bambou pour terminer la soirée là. Je vais simplement introduire un petit peu donc, la soirée avec quelques questions. Après, on ouvrira assez vite pour qu'on puisse discuter. Et puis sinon, moi, j'ai un paquet de questions qui sont toutes prêtes dans tous les cas. Mais l'idée, c'est d'ouvrir assez rapidement. Et simplement pour me situer, donc moi, je m'appelle Colline et je suis en thèse sous la direction d'Anthony Galuzzo, qui est là aussi, et de Maud Herbert et Isabelle Robert, qui sont à Lille. On travaille sur les cultures de la consommation en gestion. Voilà, je suis en deuxième année. Donc on a plusieurs questions. Donc Jeanne, en fait, ça fait super longtemps qu'on avait envie de la faire venir pour plein de raisons différentes. Parce qu'à la fois, il y a son travail, donc vous avez pu voir aussi ces livres qui sont là. Parce qu'en même temps, donc, elle est philosophe, elle travaille sur la consommation et sur plusieurs sujets qui nous intéressent. Donc l'obsolescence, c'est son premier livre chez Divergence, en gros. Les produits menstruels, c'est le deuxième. Et la question du renouvellement, c'est son livre en cours, dont tu nous parleras plus précisément. Et il y a aussi tout ce qui est lié à son activité militante, donc anti-pub, il y en a d'autres qui sont dans la place, ou aussi tout ce qui est free gain autour de la récup. Donc il y a beaucoup de cantines qui se font aussi ici à l'amicale laïque là-dessus. Et elle est également aussi travailleuse sociale, donc médiatrice scolaire dans le 94. Donc on savait, il y a plein de sujets qui peuvent être intéressants à aborder. Nous, on a un peu centré sur ce qui nous intéressait, plutôt du coup design, marketing, responsabilité des institutions. Mais après, sentez-vous libre d'aborder aussi des trucs dont on n'aura pas forcément parlé ensemble. Donc je vais lancer tout de suite, par moi que tu veux dire un truc. Eh ben, j'ai déjà été présentée, donc merci de m'accueillir. Ouais, c'est parti. Donc, première question peut-être d'ouverture, mais en philosophie, mais un peu en général, les mots ils sont assez importants. Et toi, ce qui est intéressant, c'est notamment que dans cette période où l'écologie elle est très à la mode, tu critiques ou des fois tu mets en perspective certaines expressions qui sont un peu galvaudées, comme par exemple le développement durable, résilience, économie circulaire ou consommation raisonnée. Est-ce que tu peux dire un peu pourquoi et si toi, tu as d'autres termes qui te sembleraient plus adaptés à la situation? Ok. Alors, mon sujet de recherche, il y a eu plusieurs livres, il y a eu une thèse, etc. Mais on peut dire que le point commun, le fil rouge, c'est l'étude de ce que c'est le consumérisme. Parfois, on dit société de consommation. Moi, je dis plutôt consumérisme, parce que société de consommation, ça nous amène à certaines approches, années 70, sémiologie, etc., dans lesquelles je ne me reconnais pas trop. Donc, le consumérisme, je définis ça de manière pour moi, le plus neutre possible. Quand on parle de consumérisme, ça va caractériser une société ou un type d'économie, une société dans laquelle tout est fait pour que la population dépende le plus possible du marché. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une population qui va répondre à ses besoins par l'autoproduction, l'échange informel, l'entretien des choses, la récupération, la fabrication, eh bien, on va avoir plutôt une population qui dépend du marché, donc de l'achat, du rachat, pour satisfaire ses besoins. Donc j'étudie comment une population, petit à petit, va être mise sous cette forme de dépendance. Ça peut être par l'urbanisation qui arrache à la terre et donc aux moyens de production, par exemple. Mais ça peut être aussi, et c'est ça qui m'intéresse le plus, par la mise sur le marché de toutes sortes de produits qu'il faut sans cesse racheter, qu'on ne peut pas s'approprier, garder dans le temps. C'est pour ça que je travaille par exemple beaucoup sur les produits jetables, mais il y a éventuellement d'autres exemples. Et donc, évidemment, quand on travaille sur le consumérisme, on travaille aussi sur l'anti-consumérisme, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que de ne pas vivre dans une société de consommation? Comment on pourrait faire pour se passer du marché?
Et c'est pour te répondre, c'est dans ce contexte que, évidemment, je suis amenée à avoir un regard critique sur des formes de consommation alternatives qui, à mon avis, ne sont pas anti-consuméristes. Typiquement, les produits verts, les produits qu'on va qualifier de durables, de recyclables, les écoproduits, je pense que tout le monde voit assez bien de quoi je parle, puisque ces produits-là, pour moi, perpétuent une logique consumériste dans la mesure où il s'agit de créer de nouveaux marchés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de retirer la population du spectre du marché, de l'espace marchand dont elle a besoin pour vivre, mais au contraire de lui proposer d'autres produits. Donc en fait, de créer de nouveaux marchés. Et pour moi, non seulement ça ne sort pas du consumérisme, mais ça, au contraire, ça perpétue la logique du consumérisme. Pourquoi? Parce que quand on en fait l'histoire, on se rend compte que c'est comme le consumérisme, le capitalisme, même plus généralement le capitalisme, se développe en créant de nouveaux marchés, en ciblant toujours de nouveaux consommateurs. Donc dans un des livres qui est là, par exemple, je m'intéresse à comment on a créé des marchés pour les produits jetables. Eh bien, on a commencé par créer des marchés de niche, c'est-à-dire des petits marchés qui ne touchent pas beaucoup de gens. Par exemple, les serviettes hygiéniques, quand c'est apparu à la fin du 19e siècle en Europe et après aux États-Unis, eh bien, c'était vendu, déjà c'était vendu très cher, relativement cher, donc c'était plutôt ça ciblait plutôt les classes dominantes. Et puis, on disait que c'était vendu pour après l'accouchement ou c'est que c'était essentiel lors de vos déplacements, lors de vos voyages. Donc on cible le marché de ce qu'on appelle aujourd'hui la consommation nomade en déplacement. Et puis après, dans les années 1920 aux États-Unis, c'est devenu un produit menstruel, c'est-à-dire qu'on l'utilise tous les mois. Et même, c'est carrément aberrant pour un phénomène, les menstruations, enfin les règles qui n'arrivent qu'une fois par mois. On vend même des serviettes pour tous les jours, quotidiennes, donc ce qu'on appelle les protège-slips. Donc ça marche pour le gobelet jetable, ça marche pour plein de produits qui à la base sont vendus comme des exceptions, dans un usage très, très restreint, et puis petit à petit, on va les requalifier, c'est-à-dire les repositionner sur le marché, on va ouvrir à de nouvelles cibles, et c'est comme ça qu'en fait le marché s'étend. Et donc, pour moi, ces écoproduits, ces nouveaux produits, etc., au lieu de nous retirer du marché, de nous en rendre indépendants, eh ben, ils continuent à créer de nouveaux marchés. Donc, ça va être le marché des consommateurs écolos, le marché des consommateurs qui se soucient de leur santé ou de celle de leurs enfants, parce qu'il y a toujours les enfants dans ce genre d'histoire. Je sais pas, ça marche pour d'autres luttes. Hein. Il n'y a pas que l'écologie. Par exemple, sur la question des menstruations, voilà, le discours féministe peut être tout à fait récupéré. Donc, pour moi, c'est la même logique qui se perpétue. On crée de nouveaux marchés. Et d'ailleurs, sans abolir les marchés contre lesquels on prétend lutter. C'est-à-dire, si au moins ces produits remplaçaient les produits toxiques qui existent sur le marché, mais ce n'est pas du tout le cas. En réalité, vous avez deux offres. Je reprends les produits menstruels, qui ont été beaucoup critiqués parce qu'il y en a beaucoup qui sont toxiques, qui sont blanchis au chlore. Par ailleurs, c'est jetable, c'est bourré de plastique, de produits de synthèse, etc. Donc il y a eu des mouvements féministes et écologiques qui se sont emparés de cette problématique-là pour critiquer les produits menstruels blancs, jetables, etc. Et ben, qu'est-ce qu'on observe dans ces écoproduits? Et ben, qu'il va y avoir par exemple une offre de tampons, je sais pas moi, en coton bio, non blanchi, avec un emballage en papier et pas en plastique, qui va apparaître sur le marché, à côté des offres toxiques, polluantes, etc. Et évidemment, lequel est le plus cher? Vous l'aurez compris, c'est celui qui est 0% bio, etc. Donc en fait, on continue à créer de nouveaux marchés et on génère des inégalités. Puisqu'évidemment, du coup, c'est un marché qui se stratifie par niveau de revenus. Et c'est ce qui se passe avec le bio, avec plein d'autres exemples. C'est comme ça que tu en es venu à t'intéresser au renouvellement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à comment tu as, après, progressivement arrivé à ton thème de recherche actuel? Alors, en fait, moi, j'ai fait ma thèse sur l'obsolescence programmée. Donc, je me suis toujours intéressée à cette logique de renouvellement du marché. Parce que, effectivement, quand on étudie le consumérisme, on s'intéresse à la manière dont on devient dépendant du marché. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment cette dépendance se renouvelle régulièrement. Parce qu'on pourrait dire, bon, bah voilà, à partir du moment où chaque ménage est équipé d'un certain nombre d'objets, bon, bah, en quelque sorte, il devient indépendant, c'est-à-dire il a tout ce dont il ou elle a besoin pour vivre, à part pour le marché de l'alimentation, ce qu'on appelle les consommables, qu'il faut sans cesse racheter. Or, ce n'est pas ce qui se passe. En France, plus de 98% du marché est équipé en frigo, et on vend pourtant des centaines de milliers, voire des millions de frigos chaque année. Donc, ce qui m'intéressait, c'était ces logiques de renouvellement du marché, de marché de produits qu'on appelle, mais on ne peut même plus dire ça, qu'on appelle les produits durables.
c'est-à-dire les équipements en appareil qui sont censés ne pas être jetables ou ne pas être consommables. Mais vous voyez bien que ça s'applique plus très bien. Donc c'était un peu ce paradoxe-là qui m'intéressait. C'est là-dessus que je me suis intéressée donc, à l'obsolescence, qui est un mot qu'on met en général pour dire réduction de la durée de vie de produits qui ne sont pas censés être jetables. Donc exactement ce que je désigne. Donc ça vaut pour les appareils électroménagers. Je ne sais pas si obsolescence programmée, ça parle à tout le monde. Tout le monde a entendu ce terme dans les médias. Quels sont les exemples qui vous viennent le plus souvent en tête? En général, on m'évoque beaucoup les smartphones avec ce qu'on appelle l'obsolescence logicielle, le fait que quand vous faites des mises à jour sur un téléphone, progressivement le téléphone va se mettre à ramer, donc ça va abîmer le téléphone. Mais il y a des exemples en fait dans tous les domaines, la voiture, l'électroménager de maison, le textile. Et bon, pour moi, l'obsolescence, ça touche aussi les produits jetables, on peut les mettre dans cette catégorie-là, puisque le produit jetable, c'est l'exemple type du produit qu'on doit sans cesse renouveler. Et pourquoi on doit sans cesse le renouveler? Eh bien parce qu'il n'est pas possible de l'entretenir. Et ça fait le lien un petit peu avec ce que je vous disais tout à l'heure sur la définition du consumérisme, c'est-à-dire que dans une société non consumériste, les gens sont capables de produire, d'échanger entre eux, mais aussi d'entretenir, c'est-à-dire de laver leurs affaires, de les réparer, de les maintenir en état. Et ça semble être quelque chose presque d'universel. On a des choses, on les lave, on les stocke, on les range bien, etc. Et en fait, on observe, là aussi, sur l'histoire longue du consumérisme, que les produits qui sont mis sur le marché, les innovations, puisque souvent on les présente comme une nouveauté, on les valorise en tant que nouveauté, les innovations vont vers le moins possible de durabilité, que ce soit en accentuant la fragilité des choses, l'impossibilité de les maintenir en état, de les réparer, ou en allant du côté de la mode, c'est-à-dire du renouvellement le plus rapide possible des styles, d'apparence des produits, etc. En général, on distingue comme ça obsolescence technique, obsolescence psychologique ou obsolescence esthétique. Moi, j'aime pas trop tout distinguer, faire trop des silos, parce qu'en réalité, on voit que ça va ensemble. Typiquement, un téléphone, il pourra être ralenti par une obsolescence logicielle, il pourra être plus fragile parce que là aussi, il y a une logique de gamme qui fait qu'on va faire des téléphones moins chers et donc moins robustes. Il pourra aussi avoir un design qui fait qu'il est de telle couleur et que cette couleur va être plus ou moins à la mode. Tout ça est en fait, toutes ces stratégies en fait, d'obsolescence sont souvent hybridées. Et les entreprises passent de stratégie en stratégie. En général, elles changent de stratégie quand ça commence à devenir un peu trop obvious. Quand il commence à y avoir des scandales d'obsolescence programmée. Il y en a eu pour Apple, il y en a eu pour Samsung, pour plein de marques. Ou quand il y a une critique sociale trop forte sur un aspect de l'obsolescence, on va passer à une autre stratégie. Et du coup, dans ce livre qui apparaît, tu t'appuies notamment sur les discours des personnes qui ont fondé l'obsolétisme, par exemple des marketeurs ou des théoriciens. Et par exemple, par un moment, il y a un moment qui m'a marqué, c'est le directeur de la recherche qui était chez General Motors entre 1916 et 1947, qui définissait la prospérité comme la création organisée de l'insatisfaction, ou qui disait encore « Nous devons nous inculquer la croyance selon laquelle un article ne doit pas être tenu à l'écart du tas d'ordures que pendant le temps nécessaire à la production d'un meilleur article. » Du coup, je pense que même quand on croit encore en notre système économique ou qu'on l'apprécie, ça sonne quand même un petit peu étrange. Et pourtant, aujourd'hui, c'est quand même si les discours ils ont évolué, c'est sur cette base-là. Et du coup, toi, comment est-ce que tu es arrivé à ces textes-là? Pourquoi tu les ressors? Qu'est-ce que ça apporte? Oui, alors, c'est vrai que moi, dans les livres qui sont là, je raconte l'histoire d'objets. Et c'est vrai que c'était vraiment une volonté d'être au plus près de ce qui se passe matériellement. Et là, je me suis tournée un petit peu vers l'étude des discours, donc de ce que j'appelle les acteurs du marché. C'est un peu vague, mais ça permet de mettre là-dedans les publicitaires, les dessinaires, les chefs d'entreprise, les commerciaux, les vendeurs, en fait, toutes ces professions, en fait, la communication, toutes ces professions tous ces gens dont le métier est justement de créer du marché, de créer de la demande pour des produits, et souvent des produits nouveaux, donc pour lesquels il n'y a pas de demande à la base. Et donc j'ai fait ce pas d'aller plutôt dans leur discours promotionnel, etc. Et pourquoi? Eh bien parce que en fait, en France, depuis à peu près 15 ans, il y a ce débat sur l'obsolescence programmée que vous avez peut-être vu dans les médias ou dans les cercles militants. Et en fait, c'est un truc de fou. Dans toutes les années 2010, quand le débat a commencé à exister autour d'un documentaire notamment, qu'est-ce qu'on lisait? On lisait systématiquement l'obsolescence programmée, mythe ou réalité. Donc ça passait pour une théorie du complot, les industriels se mettraient d'accord entre eux pour limiter artificiellement la durée de vie d'un produit. En plus, obsolescence programmée, c'est la traduction de l'anglais planned obsolescence, qui en fait serait plutôt obsolescence planifiée.
La planification, ça c'est un terme de management. Hein. Dans une entreprise, on planifie son travail à l'avance. Or, quand vous mettez programmé, ça fait un petit peu genre système informatique, tic-tac, quoi. Il y a une petite montre quelque part et ça va exploser à un moment ou à un autre. Donc, ça en quelque sorte, en tout cas en France, s'est développé un certain imaginaire de l'obsolescence planifiée comme une arnaque, un vice caché, une tromperie, quelque chose qui est à l'intérieur de l'appareil. Vous l'achetez, vous ne savez pas qu'il ne va pas durer longtemps et, oh là là, comme par hasard, il tombe en panne juste le lendemain de la fin de la garantie. Donc, c'est développé toute l'idée qu'en fait, l'obsolescence était quelque chose de caché. Voilà, qu'il n'y avait d'obsolescence que sous la forme de la tromperie et de l'arnaque. Ce qui, pour moi, est extrêmement réducteur. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur les produits jetables, qui sont des produits dont l'obsolescence est complètement assumée. Il s'appelle jetable, il y a écrit dessus, par exemple, un tampon, il ne faut pas l'utiliser plus de 8 heures, une ampoule, c'est 2000 heures, un bic, c'est 3 km d'écriture. Bon, c'est complètement assumé et c'est même parfois mesuré. Donc, mon but était à la fois de montrer que l'obsolescence n'était pas du tout cachée, en fait. Et donc, en remontant à ces textes, là, en l'occurrence, c'est le début du XXe siècle, en remontant à ces textes, je voulais montrer que toutes ces professions avaient même théorisé la notion d'obsolescence. Donc, par exemple, vous avez des mots un peu bizarres, hein, l'obsolétisme, voilà. Et c'est surtout dans ce contexte que le mot de consumérisme a commencé à être utilisé. Et ça aussi, c'est important de le rappeler. Consumérisme, ce n'est pas un terme de la critique à l'origine. Ce n'est pas quelques militantes complotistes anti-obsolescence programmée qui sont dit « Ah, c'est du consumérisme ». Nous, on l'entend comme ça aujourd'hui parce que le mot a été pris dans le contexte de la critique. Parfois, on dit une association consumériste pour désigner 60 millions de consommateurs ou Que Choisir. Donc, toutes ces associations de défense des droits des consommateurs. Mais en réalité, si on regarde les textes écrits par les marketeurs, les publicitaires des années 10, 20, 30 aux États-Unis, eh ben, on trouve ce terme de consumérisme. Et qu'est-ce qui sert à dire? Eh bien, il sert à développer une théorie économique fantastique qui consiste à dire que le 19e siècle, ça a été le siècle du productivisme, où les managers, les chefs d'entreprise, les ingénieurs ont travaillé pour que de meilleures machines permettent de produire en plus grande quantité, plus vite, plus de produits. Et ça a tellement bien marché qu'au début du XXe siècle, on se retrouve avec un gros problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de produits, on sait produire énormément de choses, mais est-ce qu'on va réussir à les vendre? Donc c'est le problème, le spectre de ce qu'on appelle la crise de saturation des marchés ou la crise de surproduction. Comme je vous disais tout à l'heure, en France, on a 98% plus de 98% de gens qui ont des frigos. En quelque sorte, le marché est saturé, tout le monde est équipé. Donc le grand risque, c'est que les fabricants de frigos ne vendent plus de frigos. Et là, c'est la crise, c'est la fin du monde. Donc, ça c'est un peu too much là. Waouh. Ça c'est mieux. Donc, c'est dans ce contexte en fait de maturité d'un système productiviste on est au début du XXe siècle aux États-Unis. Les chaînes de montage ont fait leurs preuves. On est dans tout un imaginaire fordiste de managers, de surproduction, etc. Et il y a vraiment des gens qui commencent à s'inquiéter de la possibilité d'une saturation générale des marchés et d'une grande crise. Mais ces gens, c'est qui? Ce sont des publicitaires, ce sont des marketeurs, ce sont des spécialistes de la vente, ce sont des économistes. Autrement dit, ce sont des gens qui ont intérêt à se faire embaucher en tant que spécialistes de la manière de vendre. Donc ils disent, voilà, c'est bien beau le productivisme, ça nous a permis de produire tout ça. Maintenant, il faut passer au consumérisme, c'est-à-dire développer l'art de vendre et de faire acheter aux gens. Et c'est ces gens-là qui expliquent que pour renouveler la demande régulièrement, pour ne pas saturer le marché, il faut être capable, eh bien, par exemple, de changer régulièrement la couleur des produits, de changer leur style, de faire des produits un peu plus fragiles, de proposer un nouveau modèle chaque année. Là, en l'occurrence, tu citais un cadre de la General Motors, qui est la première entreprise de voitures à avoir décidé de faire un changement annuel de modèle, donc de changer de style chaque année, et de désigner les voitures par leur date de sortie. Donc vous n'achetez pas, je sais pas moi, une Cadillac, mais une Cadillac 1927. Et ça permet évidemment de savoir qu'en 1932, oula, la Cadillac 1927, c'était il y a 5 ans. Ça vous rappelle quelque chose, Apple n'a rien inventé, Apple c'est exactement les mêmes stratégies que General Motors. On a un renouvellement régulier des modèles,
on renouvelle par la technique, mais aussi par le style, et on numérote les produits pour que les gens sachent bien que le iPhone 13 est venu avant le 15, etc. Donc tout ça pour dire que le consumérisme, qui est un outil de description d'un certain système économique avec une vocation critique, à la base, c'est vraiment une théorie économique qui dit il faut que les choses durent moins longtemps pour que l'économie continue à croître. Voilà. Et en filigrane de tes textes, on voit aussi qu'il y a souvent cette question aussi du soutien des institutions, des entreprises, des médias, des États aussi. Et par exemple, tu donnes le fait que dans les années 30, les médias américains, ils répétaient beaucoup les chiffres du lobby du BTP et que qui racontait qu'un bâtiment durait 30 ans et que finalement l'État a reconnu qu'un bâtiment durait entre 25 et 40 ans et que ça a fait évoluer la fiscalité en conséquence. Et un autre exemple que tu donnes encore avec General Motors, parce qu'il y a... C'est les champions. Ils ont tout inventé, je vous jure, Steve Jobs, il fait genre, j'ai eu plein d'idées, j'ai innové, mais il a tout pompé sur General Motors. Ouais. Donc à un moment, ils avaient racheté un tram, et en fait, ils ont fait fermer progressivement cette ligne de tram, ce qui a fait que ça a agrandi leur marché. Et un peu ce que tu disais aussi, on retient en fait qu'ils ont que s'ils ont été si forts, c'est parce qu'il y avait des super designers meilleurs que ceux de Ford. Mais en fait, on occulte une partie de leur stratégie, comme celle-ci. Et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui aussi? Alors oui, je développe un petit peu General Motors. Donc pendant qu'ils faisaient toutes ces stratégies marketing, design que je vous citais, il y a d'autres choses aussi plus contraignantes qu'ils ont fait. Par exemple, ils ont effectivement racheté un réseau de tramway, je ne sais plus dans quelle ville c'est. Je sais plus un réseau aux États-Unis, mais je ne sais plus, excusez-moi. Ils ont racheté tout un réseau de tramway, puis ils ont fermé le réseau de tramway. Donc évidemment, empêcher que des transports en commun existent, c'est un meilleur moyen pour donner aux gens envie aux gens d'avoir une voiture. Dans le cas du domaine de l'immobilier à Chicago, effectivement, vous avez le mot d'obsolescence a été utilisé pour légitimer une profession, mais un petit peu comme pour les marketeurs et les publicitaires. Hein. Ils ont commencé à faire des calculs, parce qu'à Chicago, vous aviez des gratte-ciel qui avaient symbolisé la modernité, le futur. Au tournant du XXe siècle, il y avait énormément de gratte-ciel qui étaient apparus, ça symbolisait vraiment un avenir, un futur, etc. dans les années 1910-1920. Et en fait, ces bâtiments, très vite, perdaient toute leur valeur, étaient abandonnés, n'étaient pas entretenus et perdaient toute leur valeur. Pourquoi ? Parce que la spéculation immobilière était tellement forte que ça rapportait plus de faire construire des nouveaux immeubles que d'entretenir, de louer ces immeubles-là. Et donc, ils ont fondé une association où ils se sont mis à calculer les taux d'obsolescence. Ils ont fait des grandes lois sur à quel rythme un bâtiment perdait sa valeur, pour après se légitimer auprès de l'État et qui les aide à défiscaliser. L'obsolescence est devenue un risque, en fait. Voilà, nous, les agents immobiliers, nous sommes victimes du risque d'obsolescence et donc nous devons être protégés par l'État contre ça. Des exemples plus actuels, c'est par exemple la prime à la casse. C'est ça qu'on dit, la prime à la casse? Excusez-moi, oui, quand vous mettez une voiture, on vous donne de l'argent pour jeter votre voiture, en gros, à la poubelle, enfin à la casse. Les voitures électriques pour l'interdiction aux voitures thermiques de circuler et donc l'obligation à plus ou moins long terme pour les gens de racheter une voiture électrique. C'est la même chose, on appelle ça parfois l'obsolescence réglementaire. La TNT, à un moment donné, tout le monde a dû passer en TNT. Et comme par hasard, il y avait plein de télé dans les poubelles à ce moment-là. Les gens se sont mis à acheter des écrans plats, etc. Donc il y a des réglementations aussi qui favorisent l'obsolescence. Même parfois, certains parlent d'obsolescence écologique. Dire, ah oui, mais on remplace nos produits, mais c'est parce qu'il y a de meilleurs produits sur le marché et après ça va être plus vert. Exemple, l'obsolescence... le frigo. La bagnole électrique. Le frigo, Même le frigo, souvent, on remplace le frigo parce qu'il consomme moins. Voilà, les ampoules, etc. C'est bien parce que ça consomme moins. Sauf qu'en fait, l'impact environnemental d'un produit, il est surtout lié à sa production. Donc remplacer tout le parc français de voitures, c'est une catastrophe environnementale. Vraiment. Et outre le fait que l'électricité doit aussi être produite par des centrales nucléaires ou des centrales à charbon, donc on a aussi là un problème d'impact. Mais reproduire, jeter et remplacer tout le parc automobile français, c'est une dinguerie. Plus l'infrastructure aussi. Oui, par ailleurs, une voiture, l'objet voiture, c'est pas une voiture. Une voiture, pour qu'elle roule, il faut des routes, il faut des stations-service, il faut toute une infrastructure routière qui, en France, a des impacts énormes. Voilà, là-dessus, je vous invite à lire Nello Magalians, qui a écrit un livre sur l'impact des routes en France, qui est très éclairant. Et tu montres aussi que l'imaginaire de l'avant-garde artistique
elle permet d'invisibiliser le fait que le modèle économique qui vise avant tout le renouvellement. C'est-à-dire qu'il faut que ça tourne, qu'on se détache des objets pour les remplacer par de nouveaux, etc., pour que le système il continue de tourner. Et c'est souvent la même chose, donc quand on essaye de chercher un peu le fonctionnement du système capitaliste, on gratte, souvent il y a cette tendance à effacer les traces. Et toi, tu as remarqué du coup que l'art, il sert de prétexte de faire valoir. Est-ce que tu peux nous développer un peu ça? Oui, alors ça, je suis désolée, du coup, je parle d'un livre qui n'est pas encore publié, excusez-moi, donc c'est un peu programmatique, mais c'est vraiment sur cette idée donc toujours cette idée de renouvellement. Comment on incite les gens à désirer la nouveauté? Comment la nouveauté est devenue une valeur, en fait. Une valeur sociale, partagée par tout le monde. À la fois une valeur au sens, la norme, quoi, ce que tout le monde reconnaît comme un bien, et à la fois une valeur au sens économique, c'est-à-dire ce qui justifie un prix élevé au produit. Parce que souvent, les innovations sont plus chères que les produits présents depuis plus longtemps sur le marché. Et dans ce contexte, effectivement, il y a tout un imaginaire alors soit du progrès, hein, c'est un produit qui représente le futur et valorisé comme une forme de progrès, ou alors un produit qui valorise ce geste typiquement artistique d'être à l'avant-garde esthétique du moment. Et donc les designers ont joué un rôle très important dans cette histoire. Donc je parlais des publicitaires, des marketeurs, mais il y a aussi les designers, typiquement General Motors. Là où ils ont innové, c'était en créant un département de design à l'intérieur de l'entreprise. À l'époque, les designers sont des consultants en quelque sorte. C'est-à-dire une entreprise, si elle veut un designer, si elle veut, hein, parce que parfois elle peut se faire confiance aux ingénieurs, si elle veut un designer pour rendre le produit plus beau, eh ben, elle va embaucher un designer indépendant. La General Motors, dans les années 1920-1930, va innover en faisant son propre département du style, comme elle l'appelle, et c'est pas pour rien qu'elle appelle ça le style. L'idée est d'importer les logiques du design vestimentaire, du stylisme, dans le monde des voitures. À l'époque, c'est assez original. Hein. La voiture qui se vend le plus à l'époque, c'est la Model T, elle est standard, la couleur ne bouge pas, tout est fait pour que les pièces soient interchangeables, etc. Donc il y a une volonté de créer du style, et un style qui serait toujours à l'avant-garde de ce qui est déjà en train de se faire. Donc c'est une espèce de position temporelle qui est intenable en fait. Cette idée que dans le présent, il y a des gens qui ne sont pas vraiment dans le présent en fait. Il y en a qui sont déjà dans le futur. On y adhère tous à cette idée, mais c'est complètement absurde. Logiquement, ça n'a aucun sens. On est tous présents là, les uns, les unes, les autres. Mais en fait, ici, il y en a qui sont déjà dans le futur et d'autres, par contre, qui sont graves dans le passé. Alors, je ne sais pas qui est dans le présent, du coup, hein, parce qu'on a tendance voilà, à s'ordonner, hein, à se valoriser, à se hiérarchiser en fonction d'une vision que j'appelle néophile, qui valorise la nouveauté, qui désire la nouveauté. Parce qu'il y a un effet transitif de la nouveauté, en fait. Un objet vu comme nouveau, son propriétaire va aussi être vu comme quelqu'un qui innove ou qui est à l'avant-garde, justement. Et au contraire, un objet obsolète, eh ben, on va tendre à penser que son propriétaire lui-même est réactionnaire, a mauvais goût, est dépassé, est vieux, tout simplement. Donc l'agisme est très souvent mobilisé dans ces publicités-là. Mais il n'y a pas que l'agisme, hein, il y a aussi par exemple le sexisme. Par exemple la General Motors, pour justifier son accent mis sur le design, le style, bref l'esthétique des produits, elle a fait appel à qui? Évidemment à des figures féminines, puisque c'est bien connu, il n'y a que les femmes qui s'intéressent à l'esthétique. Et donc dans les publicités pour la General Motors, pour ces voitures-là, les femmes sont beaucoup mises en avant, bon, pas en position de conductrice, hein, faut pas déconner non plus, hein, elles sont en général à côté de la voiture avec des tenues hyper sophistiquées, hyper élégantes. À une époque où les voyages en voiture, c'est un peu sportif quand même. Donc elles ont toujours des tenues très élégantes, elles sont passagères ou elles sont à côté de la voiture en train d'admirer la belle voiture du beau propriétaire. Hein, comme je vous disais, les qualités de l'objet se transfèrent sur la personne. Et on prétend voilà, que ces voitures vont être appréciées par madame, etc. Et d'ailleurs, on dit en général que la nouveauté est quelque chose qui attire ou qui plaît particulièrement aux femmes. Hein. Je vous cite un slogan de GM, de General Motors, hein, la nouveauté donne des frissons aux femmes. Voilà. Donc là, il y a une histoire de genre là aussi très, très importante. Je passe brièvement, mais on peut développer si vous voulez, parce que ce n'était pas tout à fait le sens de la question, mais j'y viens. Mais voilà, donc il y a cette volonté de convoquer des valeurs artistiques
avant-gardiste, hein, puisque c'est à une époque quand même, on sort de l'époque cubiste, futuriste, etc. en art. Cette volonté de dire qu'on est enfin la génération qui aura fait le geste artistique définitif, qui aura trouvé les plus belles formes. Et ce futurisme-là, bah, il est réapproprié par la publicité, mais ça vaut pour aujourd'hui, pour toujours, hein, toute l'histoire en fait, de la publicité, où vous avez toujours, les publicitaires vont toujours chercher la forme médiatique la plus récente. Aujourd'hui, je sais pas, les pubs pour les culottes menstruelles, voilà, un produit innovant, et ben on va faire des publicités, on a l'impression que c'est une influenceuse qui est juste en train de se filmer. Parce que ça, c'est la forme médiatique la plus actuelle. Mais par exemple, à l'époque, dans les années 20-30, bah, on va prendre des peintures qui évoquent le cubisme, le fauvisme, etc. Tout ce qui est d'avant-garde à l'époque. Mais vous voyez bien que c'est des postures temporelles qui n'ont aucun sens. Je veux dire, on est tous présentes les unes aux autres, les uns les unes aux autres. Et c'est ce qu'un anthropologue appelle le déni de cotemporalité. Et c'est aussi une posture raciste, hein. C'est-à-dire c'est typique des anthropologies coloniales, raciales, qui vont dire que voilà, il y a des gens qui sont dans le progrès, dans l'avenir, dans le futur, et puis il y a ceux qui sont primitifs, qui sont du passé, qui ne sont pas assez évolués, pas assez développés. Bon, on connaît tout ce vocabulaire-là qui émerge, qui est utilisé aussi pour créer des hiérarchies entre les gens et pour donner forcément aux gens envie d'acheter du nouveau, ou en tout cas pour leur donner honte d'avoir de l'ancien. Et qu'est-ce que tu penses de tous les mouvements qu'il y a actuellement aussi qui appellent à déconsommer, du style rien de neuf, qui appelle pendant un an à rien acheter, ou la journée, on en parlait tout à l'heure, la journée du non-achat. Est-ce que, parce que avec cet appel, avec cette idée que si on arrête de jouer le rôle de consommatrice, ça permettrait de faire écrouler potentiellement le système? Voilà, là déjà je suis plus en phase avec cette idée-là de ne pas acheter. C'est-à-dire là on est dans l'anticonsumérisme, c'est-à-dire parce qu'à partir du moment où vous dites que vous n'achetez rien, vous êtes obligé de trouver d'autres formes économiques. Parce que ne pas acheter, ça ne veut pas dire ne rien utiliser, hein. Ça c'est l'ambiguïté du mot consommer. Consommer, ça peut vouloir dire acheter ou utiliser. Donc si vous arrêtez d'acheter, ça ne veut pas dire que vous arrêtez d'utiliser des produits, de vous nourrir, de vous vêtir, de vous chauffer, etc. Donc évidemment, tout l'enjeu dans ces choix de ne plus rien acheter, de ne plus être consommateur au sens d'acheteur client du marché, tout l'enjeu, c'est que derrière, ça implique forcément de développer des modèles économiques alternatifs, non marchands, non consuméristes, etc. Là, je me reconnais plus dans ces approches-là. Après, alors, on peut rentrer, on peut y aller, hein, comment on fait? Du coup, qu'est-ce que c'est des modèles économiques alternatifs? Je ne vais pas citer plein de cas, je ne vais pas faire une étude de cas parce que je suis sûre que vous en connaissez déjà et qu'il y en a plein. Mais disons que pour schématiser, on peut dire qu'il y a deux grandes options, il me semble. Option qu'on va dire socialiste, c'est-à-dire le service public, et considérer que nos besoins matériels doivent être pris en charge par la collectivité. Donc en France, on a ça avec la santé, hein, par exemple. Voilà, on reçoit. Nos besoins en santé sont pris en charge par la puissance publique, même si ça s'amenuise. On a ça avec l'éducation. Nos besoins en éducation sont pris en charge par un service public. Et on peut vouloir que ça grandisse, en fait. Donc vous connaissez peut-être la sécurité sociale de l'alimentation, ce groupe militant-là qui dit que on devrait avoir sur la carte vitale de l'argent pour acheter à manger. Donc ça ne veut pas dire que l'alimentation serait gratuite et que les producteurs ne toucheraient rien, mais ça veut dire qu'elle serait prise en charge par la puissance publique. Et du coup, avec un collectif, on a écrit une tribune qui s'appelle « Pour une sécurité sociale de la menstruation », en disant que les produits menstruels aussi devraient être pris en charge par la puissance publique, puisqu'après tout, ce sont des produits de santé. Mais c'est ça qui est terrible quand on grandit et qu'on vit dans une société consumériste. On considère que chaque fois qu'on a un problème technique, il doit être résolu par un produit sur le marché. C'est vraiment une logique au point que, typiquement pour les produits menstruels, même moi, même en me regardant faire ce trajet intellectuel et politique-là, je me dis mais c'est pas possible, t'as pas eu 35 ans pour te rendre compte que les produits menstruels, en fait, c'était des produits de santé. C'est évidemment la santé menstruelle et ça fait partie de la santé reproductive et des questions de santé. Donc ça devrait, dans le contexte de sécurité sociale, être pris en charge par la puissance publique. Mais on est tellement habitué à se dire « Tiens, j'ai un besoin, ça doit correspondre à un produit qui est vendu dans un magasin, lequel? Ah, il y a plusieurs marques, j'hésite. » Donc à avoir une démarche consumériste, que du coup, on doit reconstruire tous ces pensées de bon sens-là.
Donc je disais, il y a cette première option qu'on peut appeler socialiste, c'est-à-dire voilà, revendiquer que de plus en plus de besoins matériels soient pris en charge par la puissance publique. Et il y a une autre option qu'on peut dire plus anarchiste, c'est-à-dire essayer par l'autogestion, par l'auto-organisation à l'échelle de notre communauté, que notre communauté, ça soit le quartier, le village, l'immeuble, je ne sais pas, à ce niveau-là, de créer des systèmes d'échange, de production. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens pratiquent. C'est pas la même chose en milieu urbain, en milieu rural. En milieu rural, on a accès à la terre, donc c'est plus facile pour produire. En milieu urbain, ça va peut-être plus être de la récup, prendre ce qui est jeté, le redistribuer, trouver des modèles d'échange, fabriquer, réparer, prêter. En fait, des choses là aussi de bon sens. Mais on doit reconstruire tout ça parce que dans des sociétés consuméristes, c'est plus du tout une évidence. Voilà, c'est un peu schématique, mais je pense que vous avez plein d'exemples où on peut en discuter des exemples. Justement, peut-être qu'on va faire une première ouverture à celles qui veulent prendre la parole. Ce serait bien que chacune essaye de laisser de la place aux autres, donc de parler, de ne pas prendre comme exemple et de faire assez court. Comme ça, on peut faire circuler aussi la parole. Je ne sais pas s'il y a des réactions, des questions. Je ne vous vois pas très bien. Ouais. Déjà, par rapport à tout à l'heure, ce que vous disiez par rapport à l'art de vendre quelque chose, j'ai fait un peu d'études de commerce et ce qu'on nous apprend, c'est en fait les gens achètent un statut social. Et on a étudié Apple, Starbucks, en fait quand les gens achètent une marque, quand ils achètent un certain produit, ils achètent un certain statut social. Donc même s'ils ont par exemple des moyens limités, mais ils vont acheter ça, ils vont mettre beaucoup d'argent dans un truc pour se placer dans la société. Sauf que ça, c'est quelque chose qui nous a été vendu déjà d'emblée. Le besoin d'un statut social et l'aspect aussi par rapport aux femmes qui ont toujours été un outil. Les femmes ont toujours été un outil de marketing. Le sexe a toujours été un outil de marketing. Le sexe féminin aussi. Ça m'a fait penser à la pub pour Audi, il a relu un truc récemment, comme ça je crois que c'est sur Simone, où il remontrait une vieille pub Audi, où alors il a l'Audi, il a la femme. Il a la voiture, il aura la femme. C'est ça, il a acheté la bonne Audi, le bon modèle, il aura la femme. On a toute cette instrumentalisation de la femme en permanence comme outil de vente, et on a observé un tas de choses où on va dire qu'en réalité, par exemple, il y a aussi un peu le précepte de dire c'est la femme, entre guillemets, qui tient la culotte à la maison ou qui tient les comptes. Moi, j'ai vécu longtemps à l'étranger en Asie. C'est la femme qui tient l'argent à la maison parce que sinon, le mari va tout dépenser, il va jouer, il va picoler, voilà. Et donc, il y a toute cette responsabilité financière qui tombe sur la femme, où on dit dans un modèle d'avant où on avait l'homme qui travaillait, la femme qui va de toute façon gagner moins, qui ne va pas travailler ou qui va être entretenue dans un ancien modèle, rétro économique, mais c'est elle qui va faire acheter. C'est elle qui va faire acheter à l'homme pour satisfaire les besoins, mais aussi pour garder une harmonie dans le couple. Enfin, il y a tout un truc qui est super profond, qui a été ancré dans la tête des gens, dans le modèle aussi du couple, dans le modèle de la famille, au service de l'État, et en fait on a instrumentalisé complètement la femme, surtout aussi avec après disons que excusez-moi je pars un peu dans tous les sens, mais dans les classes ouvrières il y a toujours eu besoin que tout le monde travaille, et dans la classe bourgeoise où on a mis, entre guillemets, on a vendu le travail comme une liberté aussi aux femmes, et puis à l'émancipation, l'État a aussi rajouté un nouveau pouvoir de consommation avec ça, donc faire encore plus consommer aux gens, c'est une espèce de boucle infinie en fait, infernale du truc. C'est ça l'idéal de la croissance, hein, c'est que ce soit une économie circulaire justement. D'ailleurs l'économie circulaire joue totalement là-dessus, hein, sur l'idée qu'on peut sans cesse continuer à croître, à faire croître cette économie-là. Vous avez terminé, je réponds, ouais, ok, excusez-moi. Juste pour peut-être repartir de cette histoire du marketing, du ciblage des femmes. Alors ça n'a pas toujours été comme ça. Ça commence au début du XXe siècle. Si on regarde les publicités du XIXe siècle, elles ne s'adressent pas forcément qu'aux femmes.
Même souvent l'homme est considéré comme le lecteur, hein, parce que bon, il faut voir aussi où sont publiées ces publicités-là. S'il n'y a pas de presse féminine, par exemple, si les hommes sont considérés comme les principaux lecteurs, on va peut-être plutôt s'adresser aux hommes. Par contre, il est vrai qu'au début du XXe siècle aux États-Unis, c'est-à-dire donc au moment où le marketing, la publicité s'industrialise vraiment, il va y avoir toute cette théorie, comme vous dites, de la femme qui tient les cordons de la bourse, quoi. Ils appellent ça le General Purchasing Agent, l'agent d'achat général. Et donc, voilà, il y a encore une fois tous ces textes-là dont on parlait tout à l'heure, voilà, tous ces économistes, ces publicitaires commencent à écrire beaucoup là-dessus et à dire qu'il faut absolument s'adresser aux femmes si on veut vendre aux familles. Ce qui est intéressant, donc, oui, après, le marketing a beaucoup ciblé les femmes, que ce soit comme consommatrices ou comme acheteuses pour leur famille. Et ce qui est intéressant, j'ai trouvé, c'était en étudiant cette histoire, c'était de se demander, mais quelle femme est ciblée en fait ? Et on observe que, autant au XIXe siècle, la femme est considérée à la fois comme acheteuse, mais aussi comme gestionnaire du foyer, et donc comme la personne qui entretient les choses et qui sait faire des choses. Dans cette économie pré-consumériste où les femmes fabriquent des choses. Elles fabriquent des vêtements, elles fabriquent des bougies, elles fabriquent du savon, elles fabriquent plein de trucs en fait. Et elles entretiennent le matériel. Donc il y a une culture de l'entretien chez les femmes qui est très importante, parce qu'elles sont des travailleuses domestiques et parce qu'elles savent faire plein de trucs. Qu'elles travaillent par ailleurs au champ ou en usine à côté ou pas. Et ce qu'on observe au XXe siècle, c'est que là va se construire l'image à travers la publicité de la femme qui aime acheter, qui aime la nouveauté. Hein, ça vraiment, la néophilie dont je parlais tout à l'heure, elle cible les femmes à fond. Il se construit cette image de la femme qui prend plaisir à acheter et à racheter, qui s'intéresse à tout ce qui est esthétique, qui s'intéresse au renouvellement, qui passe son temps avec ses copines à regarder des catalogues ou à aller dans les magasins, etc. Et donc cette culture, il y a moi je dirais une acculturation des femmes à l'entretien qui était leur domaine de compétence vers le shopping, qui est présenté non pas comme une corvée, mais comme un plaisir. Et donc, il y a une très forte délégitimation de l'entretien, notamment dans la publicité pour produits jetables. La promesse, qu'est-ce que ça veut dire que ces produits sont pratiques? Très souvent, on lit les produits jetables, c'est pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vous épargnent un travail d'entretien. Voilà, si vous achetez des serviettes hygiéniques jetables, vous n'aurez pas à crocheter, laver, faire sécher vos linges menstruels. Si vous achetez des gobelets jetables, vous n'aurez pas à faire la vaisselle, etc. Donc tout ce qui est lié à l'entretien est présenté comme une corvée insupportable. Par contre, tout ce qui est lié à l'achat, qui peut aussi être vu comme une corvée, hein, devoir acheter sans cesse des produits, faire des courses, travailler pour se payer ses produits, c'est aussi une corvée. Tout ça est présenté au contraire comme un plaisir. Et donc c'est là que se construit cette image d'une femme comme avant tout intéressée par la consommation. Et sur l'achat du statut, alors effectivement, on a depuis longtemps un marketing de classe qui va vous dire qu'un produit, si peut-être il est cher, mais que du coup, c'est ce qu'on appelle la consommation ostentatoire, a été théorisé dès la fin du 19e siècle. Si vous achetez un produit cher, vous montrez que vous avez de l'argent, donc ça justifie une dépense un peu trop grande. D'ailleurs, ça se retrouve dans les produits jetables, hein, parce qu'un produit jetable, c'est une dépense par rapport à une non-dépense. C'est-à-dire que c'est toujours cher par rapport au fait de juste entretenir ou de garder ses affaires. Mais là aussi, il y a un marketing de classe de oui, au moins, vous montrez que vous avez de l'argent pour en racheter sans cesse. Mais cette idée que vous disiez qu'on achète un statut, etc., elle devient vraiment très forte dans les années 1980. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'est le moment où les marketeurs théorisent le lifestyle. Ils ont plein de théories, hein. Ils adorent écrire des manuels, ils ont plein de presse spécialisée, ils ont des unités de recherche où ils écrivent beaucoup sur leurs pratiques. Et donc c'est le moment où on va théoriser les styles de vie. C'est-à-dire qu'un produit, effectivement, il permet de dénoter le fait que vous appartenez à telle et telle communauté, que vous menez tel ou tel style de vie. Et donc, de moins en moins, mais bon, ça a commencé avant les années 80, à vrai dire, mais on va dire dans la première moitié du XXe siècle, vous avez encore des publicités qui sont très objectives, c'est-à-dire qui parlent des propriétés d'un objet. Vous avez même des publicités qui sont hyper bavardes, hein. Vous avez une petite image et en dessous, vous avez des colonnes de texte qui vous parlent des différentes propriétés de l'objet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des promesses délirantes, etc., ou du marketing de classe, mais il y a quand même une volonté de décrire les propriétés de l'objet. À la fin du XXe siècle, c'est plus du tout ça. Vous avez des publicités où vous avez des corps, en général, hein, des êtres humains en train de s'éclater, le nom de la marque, peut-être un petit slogan, mais parfois on ne sait même pas qu'est-ce qu'on vend. Donc il y a vraiment cette volonté de mettre d'abord en avant... moi, je dirais les corps, mais l'idée, c'est de mettre en avant une expérience
liées à un produit, et ça passe par la mise en avant des corps et la réduction de la dimension verbale des publicités. Il n'y a plus vraiment d'argumentaire de vente, il y a juste des effets esthétiques, des effets sensibles. Voilà, je ne sais pas si ça répond tout à fait. Oui? Il y a une idée qui vient comme ça en vous entendant. Je me dis que le style de vie, c'est l'imaginaire. Et l'imaginaire capitaliste, l'imaginaire socialiste, anarchiste, communiste, a été en tout cas mis à mal en partie défait. Il est à repenser, il tente de se repenser aujourd'hui. Mais le lien entre style de vie et imaginaire, c'est un lien fondamental, me semble-t-il. Je pense à des gens comme Castoriadis ou d'autres qui ont essayé de relancer à penser l'imaginaire. Pourquoi? Parce que ça peut se penser, ne pas surproduire. Ça peut se penser de produire un objet qui soit décolonisé en quelque sorte l'idée, par exemple, d'acheter à tout prix, de jeter. Ce sont des choses à construire politiquement. Vous voulez dire qu'on a besoin d'un imaginaire pour faire un contre-imaginaire, en fait. Un contre-imaginaire. Ouais. Alors ça, je ne suis pas du tout à l'aise avec cette idée-là. La dernière fois, j'ai fait une conférence dans une espèce alors c'était au conseil régional de la région Centre, donc où ils lançaient leur feuille de route de l'économie circulaire. Donc c'est un contexte très politique, en fait. Vous avez des conseillers régionaux qui font un événement autour de l'économie circulaire et qui discutent voilà, de leur programme d'économie circulaire, des choses très concrètes, quel assaut on va soutenir, quelle synergie entre les entreprises on va mettre en place. Et donc pour ça, ils ont un petit événement avec des conférences qui sont censées, comme ils disent, inspirer donc les conseillers régionaux. Donc moi, je suis invitée à inspirer les gens. Et donc, je présente voilà, mes recherches, etc. Et je fais une critique de la notion d'économie circulaire, qui est une notion critiquée depuis plus de 10 ans. Hein. C'est pas du tout, j'arrive pas du tout avec un truc, je mets pas le pavé dans la mare. Hein. Il y a des bouquins là-dessus, c'est très critiqué. On peut revenir sur pourquoi, si vous voulez. Et donc, je cite quelques arguments. Et donc, évidemment, du coup, je mets un gros froid, quoi, parce que c'était assez irénique comme événement. Ouais, lancement, feuille de route, etc. Super, on avance en écologie. Et donc, le débat part tout de suite sur... et moi, je dis, bon, bah, c'est un mythe, en fait, l'économie circulaire. C'est-à-dire quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas tout à fait vrai, qui ne s'applique pas à la réalité. Mais ça permet de mettre tout le monde, de produire du consensus pour faire avancer tout le monde en même temps. En gros, ça raconte une histoire à laquelle les gens peuvent adhérer et ça mobilise. Et en fait, les gens que j'avais en face de moi, qui sont des politiques, étaient tout à fait à l'aise avec cette idée-là. C'est-à-dire, mais donc c'est parti en débat, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de mythes pour faire avancer les gens? Est-ce qu'on peut faire de la politique sans mythes? L'autre qui dit oui, on a tous besoin de symboles, nanani, nanana. Et moi j'étais choquée, je dis bah on a surtout besoin de la vérité en fait. Et non, on a besoin de symboles pour mobiliser les gens. Je dis bah la vérité, la justice, ça vous suffit pas en fait comme grande valeur pour faire mobiliser les gens? Moi, je pense que oui, en fait. Donc, pourquoi créer un contre-mythe, en réalité? Ouais, vérité, justice, pour moi, comme valeur, je trouve ça déjà pas mal. Déjà, si on arrive à ça, on sera content. Mais non, je ne suis pas forcément en phase. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème hein, dans les questions anti-pub, etc. C'est-à-dire qu'on observe que les agences publicitaires qui travaillent pour des grandes entreprises, pour des marques qu'on connaît tous et toutes, sont les mêmes qui vont travailler après pour les assos, qui veulent faire de la sensibilisation, donc l'affichage pour la Fondation Abbé Pierre, enfin non, elle ne s'appelle plus comme ça maintenant, oups, l'affichage pour le Secours catholique, donc tout ce qu'on voit voilà, dans la rue, pour les politiques de la ville, etc. Ce sont les mêmes agences qui font et c'est basé sur aussi, là aussi, les mêmes ressorts, hein, donc l'image choc, etc. À quel point c'est désirable, je ne sais pas. Moi, de toute façon, je suis pour une réduction drastique de la présence de la publicité en ville, etc., que ce soit pour la Fondation Abbé Pierre ou autre. Mais ce qu'on retrouve aussi, c'est que c'est les mêmes valeurs qui sont disséminées. Typiquement, je prends l'exemple que je connais le mieux, à savoir sur cette néophilie. On va retrouver les mêmes idées. Hein, voilà, que l'écologie, c'est l'avenir, que c'est notre génération qui allons avancer et enfin changer la donne. Cet avant-gardisme dont on parlait, hein, on retrouve les mêmes ficelles, en fait. J'ai même trouvé l'obsolescence programmée, c'est obsolète.
Vous voyez, ce genre de choses, quoi. Donc, est-ce qu'on peut triompher de l'adversaire en utilisant ses concepts, ses mots, son imaginaire? Non, en fait. Donc, voilà. Je suis pas forcément à l'aise avec l'idée qu'il nous faut d'autres mythes. Ouais, toi, tu voulais réagir et toi, c'est une question, on peut peut-être vous faire tous les deux à la suite. Vas-y. Ça va revenir à la suite, c'est que en fait, la croissance verte n'existe pas. Mais on est pris en étau entre un marché qui nous assaille en permanence et un État qui soutient ce marché. Oui. Voilà, et on est un peu pris, tu disais politique socialiste, en parlant par exemple de la sécurité sociale de l'alimentation, mais c'est l'argent qui servirait à acheter de la nourriture n'irait pas vers n'importe quel producteur de nourriture. Oui, bien sûr, oui. Je n'ai pas donné les détails de cette proposition politique, mais elle est extrêmement construite avec toute l'idée de conventionnement démocratique, etc. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, par rapport à la question de nos imaginaires, c'est qu'on est pris en étau entre une incitation permanente à renouveler, à consommer, et en fait, des fois, même si on essaye d'avoir une déconstruction individuelle au maximum, on est parfois coincé parce que notre ordinateur, même s'il fonctionne, il est trop vieux. Il marche pas. Bien sûr, c'est des systèmes de contraintes. Hein. Voilà, c'est parfois difficile ça demande énormément de travail d'arriver à résister à ça. Et du coup, ça crée une inégalité sociale parce que les classes les moins favorisées vont être beaucoup plus perméables et plus vulnérables parce que sont moins armées en tout cas pour résister à ça. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est avoir cette contradiction entre des injonctions à devoir se comporter en tant qu'individuellement écologiste, sauf qu'on a un État qui soutient le marché. Bien sûr, alors, du coup, plus... En fait, ça, c'est pas tenable, quoi. Pas du tout. Déjà, de base, c'est pas un individu de résoudre des problèmes sociaux. Voilà, on a un problème social, économique, c'est pas des individus qui vont le résoudre. Sur l'État, il y a un autre sens du mot consumérisme que je n'ai pas mentionné, c'est aussi quand on dit une politique consumériste, c'est-à-dire une politique de relance de l'économie, du type de celle que proposaient les marketeurs dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'idée que si vous avez une crise économique, plutôt que d'avoir une politique d'austérité, vous allez limiter les dépenses de l'État, vous allez avoir une politique de relance, c'est-à-dire vous allez mettre de l'argent, par exemple dans des chantiers publics, exemple du New Deal, pour créer de l'économie. Et donc c'est l'exemple de ce qu'on appelle aussi le keynésianisme. Des fois, on dit que c'est une politique consumériste. Donc oui, l'État, en tout cas l'État français par exemple, nous fournit des injonctions contradictoires. C'est pour ça que je disais que les écoproduits et compagnie, ou toute cette sensibilisation, toute cette communication qui nous fatigue, autour de l'écologie. Pourquoi? Parce qu'elle est contradictoire. Sur un même panneau publicitaire, vous avez une pub d'un côté pour, je sais pas moi, Toyota, et de l'autre, des appels à l'écologie. Ce ne sont que des injonctions contradictoires. Donc elles ne peuvent qu'être inefficaces, insupportables, et mindfucking. Elle m'a fait ça, c'est pour ça. Donc je cherche un mot, désolée. Donc, ces injonctions contradictoires, effectivement, c'est normal qu'on se retrouve mal à l'aise avec. Ce n'est pas aux individus de résoudre des problèmes collectifs, ça ne peut pas fonctionner. Même la somme des individus, etc., ça ne marche pas. Et c'est pour ça que les problèmes, effectivement, sont structurels. C'est pour ça que moi, je prenais des exemples dans un service public, c'est-à-dire des organisations collectives. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, c'est ce que j'avais noté en tout cas, mais non, mais c'est normal en fait. Une question ici. Ouais, c'était un peu en lien avec ce qui avait été dit avant. Un peu à la manière, je ne sais pas moi, des coopératives qui en fait c'est une structure qui se réapproprie une entreprise. Il n'y a pas une sorte de rapport dialectique à avoir avec ce genre de phénomène, avec ce genre de logique, enfin la logique du coup consumériste. Proposer des... En fait, ça fonctionne. Enfin, je crois que j'ai l'impression que ça fonctionne de toute façon de fait. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'essayer de se les réapproprier pour essayer de tourner les gens vers une autre conscientisation, quoi. De transformer les entreprises en coopératives, est-ce que c'est un modèle aussi anticonsumériste? C'est ça la question? Alors, il y a une part de ça, mais il y a aussi une part de... en fait,
l'ensemble de ces outils, de l'ensemble de ces dispositifs qui sont utilisés par le capital, est-ce qu'on peut pas en fait les détourner? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un moyen de... Enfin, pas de les considérer comme un mal en soi en fait. Je ne sais pas si je suis armée pour cette réponse. Un exemple, ça peut être, par exemple, dans les années 1900, ouais, c'est 1930. Il y a eu des campagnes, par exemple, aux États-Unis pour boycotter, c'est don't buy where you can't work. Donc les Afro-Américains qui décidaient de boycotter les magasins de Blancs qui voulaient bien leur vendre, mais ne voulaient pas éventuellement les embaucher. Donc il y a eu un gros boycott contre ces magasins-là. Et donc on pourrait se dire, ah ben tu vois, c'est un exemple aussi d'anticonsumérisme, puisqu'on boycotte des magasins. Après, du coup, la question, c'est, ouais, mais tout l'argent qu'on n'a pas mis dans ce système-là, où est-ce qu'il va? Donc c'est l'idée que le boycott est souvent un boycott, B-U-Y, c'est-à-dire vous empêchez de fonctionner les entreprises en leur achetant rien, mais par contre, vous soutenez d'autres entreprises en leur achetant. Donc quand c'est ça, moi je trouve qu'on retombe un peu dans cet anticonsumérisme qui ne fonctionne pas, puisqu'on continue à créer d'autres marchés. Par contre, là où ça a été intéressant, c'est au moment où les gens qui boycottaient se sont mis à faire leur propre coopérative d'achat. C'est-à-dire à dire, bon, bah, nous, on ne veut plus acheter aux Blancs qui ne veulent pas embaucher des Noirs parce qu'ils sont racistes, en gros. On ne veut plus leur donner notre argent, mais qu'est-ce qu'on va faire avec notre argent, du coup? Comment on va faire des systèmes qui nous permettent et de vivre, d'acheter les produits dont on a besoin, mais aussi de nous salarier et de trouver des modèles économiques qu'on respecte, en fait. Et il y a eu un moment où on n'est pas juste allé dans des logiques de boycott, c'est-à-dire acheter plutôt à un tel, etc., mais à construire des coopératives d'achat. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question, mais ça peut être un exemple de comment, effectivement, plutôt qu'une logique de préférer un marché à un autre, on a une auto-organisation qui permet à la fois de travailler et de consommer, de rapprocher le travail à la consommation. Parce que c'est ça aussi le consumérisme, hein. Il y a une belle définition qu'on donne souvent d'André Gorz de qu'est-ce que c'est le consumérisme. C'est produire ce qu'on ne consomme pas et consommer ce qu'on ne produit pas. Je ne sais pas si je l'ai mis dans le bon ordre, mais vous avez compris l'idée. En gros, c'est un modèle salarial dans lequel on travaille pour faire un métier qui ne nous apporte rien, mais il nous apporte de l'argent. Et avec cet argent, on va aller acheter des produits qu'on n'a pas fabriqués, mais dont on a besoin. Et donc, le monde de la production et le monde de la consommation sont séparés. Évidemment, dans ce monde-là, l'argent devient central. Tout ça est basé sur le salariat. Donc là, on a aussi quelque chose d'anticonsumériste qui consiste déjà à s'organiser collectivement et économiquement, mais aussi à rapprocher le travail et la consommation, et donc à avoir un rapport plus direct aussi au produit de son travail. Et ça valorise les choses. Parce qu'on peut jeter et s'en foutre et gaspiller des choses aussi qu'on n'a pas fabriquées, dont on ne connaît pas les conditions de production. Par contre, ce qu'on a fabriqué soi-même, on connaît le fabricant, on sait dans quelles conditions ça a été produit, on le respecte souvent un petit peu plus. Hein, c'est ce que Marx appelle le fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire cette manière qu'ont les magasins, les commerces en général, de présenter les objets de manière totalement décontextualisée, c'est-à-dire sans qu'on comprenne ou qu'on perçoive leur mode de production ou d'acheminement, enfin, comment ils sont arrivés là, quoi. Donc, rapprocher travail et consommation, c'est aussi lutter contre le fétichisme de la marchandise, qui fait qu'on est indifférent aux produits, aux travailleurs, et que finalement, tout ce qui nous intéresse, c'est la jouissance immédiate d'un objet. Et après, l'objet, si on n'en veut plus, on pourra le détruire, ça nous est finalement assez égal. Je ne sais pas si ça répond tout à fait. On avait une réaction. On tourne toujours autour des possibles exemples d'anticonsumérisme. Oui. Oui, mais ça va dans le sens de la réaction, là. C'est que moi, j'ai du mal à avoir des imaginaires économiques sur aujourd'hui plein de pratiques qu'on peut connaître ou qu'on sait qu'on marchait, comme les coopératives, comme tous les modèles d'organisation autogérée, de partage, de dons, de troc, de réparation. Il y a beaucoup de modèles écologiques qui sont bénéfiques aussi pour protéger notre monde aussi, la biodiversité, enfin plein de trucs qui font que y a des actions utiles qui pourraient être faites et qui
tout détourne pas les gens justement vers un salariat où en fait on récupère de l'argent et on consomme. Mais en fait, ces modèles-là, pour moi, ils sont pas capitalistes et ils sont pas économiquement intéressants. Donc en fait, c'est difficile de penser ça à une échelle de masse pour moi aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est clair, mais Quand vous dites qu'ils ne sont pas économiquement intéressants, ça veut dire quoi? En fait, on a moins besoin. Donc finalement, c'est intéressant parce qu'on a moins besoin économiquement aussi d'avoir de l'argent. Si on s'échange nos fringues, si on les répare, si on a des produits de meilleure qualité, on va avoir moins besoin d'argent puisqu'on aura moins besoin de consommer. Mais par contre, on aura toujours besoin de l'activité humaine qui, elle, est exportée aujourd'hui ailleurs dans le monde pour être exploitée. Par exemple, là, il y avait un reportage hier soir sur Envoyé spécial. Tout ce qui est l'industrie textile, elle est exportée, elle est extrêmement polluante. Et quand aujourd'hui on a une idée écologique qui a marché de réutilisation ou de don, elle est encore exportée. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas la main-d'œuvre en France. Et quand on fait de l'autogestion et qu'on fait des échanges et qu'on partage, on a besoin de chauffage, on a besoin de lieux, et on a besoin de main-d'œuvre. Et du coup, ça, économiquement, pour les personnes qui font ce travail-là, il n'y a pas d'entrée économique, puisque moi, si je passe mon temps à trier des fringues pour qu'on puisse se les échanger, se les donner, les réparer avec une petite pièce pour faire de la couture, je ne rentre pas d'argent. Et ce n'est pas l'objectif. Et pour ça, il faut un lieu. Un lieu immense. Même moi, quand je suis quelqu'un qui stocke beaucoup, et même depuis des années, pour pouvoir un jour réutiliser. Pour ça, il me faut de la place. Bien sûr. J'ai envahi des caves. Enfin, voilà, il y a toute cette histoire de place. Et en fait, on est dans une société d'abondance. Donc, en fait, on a une capacité quand même à avoir accès à énormément de choses, mais après, comment on vit de tout ça et il y a énormément de travail humain utile qui n'ont pas de valeur économique. Et c'est le cas aussi pour les femmes qui font ce type de travail-là. Et tout à l'heure, tu parlais des savoir-faire et de l'entretien, mais c'est valable dans le care. Ce qui n'est pas hyper technique est beaucoup moins valorisé et va coûter moins d'argent à la sécurité sociale. Va coûter plus d'argent à la sécurité sociale. Un acte médical, déjà il faut qu'il soit... c'est un acte médical, on va peut-être revenir sur ce modèle-là actuellement, mais la facturation à l'acte, c'est un geste technique, c'est pas faire du soin. Être avec la personne. En fait, du coup, c'est pour ça que j'en reviens à ce système de question de modèle économique de masse sur des choses où il y a du travail, mais il n'y a pas forcément de bénéfice direct. Alors que tout ce que tu nous as démontré au départ, c'est d'abord des grosses entreprises qui sont dans un modèle économique capitaliste. Du coup, eux, ils ont toujours ça comme pensée première. Alors que nous, on pense à nos moyens de subsistance, l'écologie, le partage. Oui, en fait, je pense que peut-être il faut distinguer valeur monétaire et valeur économique. C'est-à-dire que ces activités-là ne se traduisent pas forcément en salaire et en valeur monétaire, mais leur valeur économique est très puissante. C'est au sens où ils participent à ce qu'est l'économie, c'est-à-dire la satisfaction des besoins par la mise en circulation des richesses. Et donc, ils ont une valeur économique. Elle n'est pas forcément monétarisée, comme typiquement le travail domestique n'est pas encore reconnu comme travail, n'est pas salarié, n'est pas quantifié, etc. Du coup, votre question, c'est
comment dans un monde qui n'est pas quantifié, qui n'est pas monétarisé, peut-on reconnaître, comment reconnaître cette valeur économique-là? Je ne sais pas si c'est ça la question. Donner une économie aux individus pour que collectivement ils aient les moyens d'avoir des lieux, de trouver une ressource pour chauffer, manger, de la même manière, et aussi pour que les individus soient autonomes, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même des modèles dans lesquels le bénéfice est immédiat, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on produit, on le consomme aussi, et ce qu'on consomme, on participe à le produire. Et puis il y a aussi tout ce qui est de l'entre-subsistance aussi, du coup, de faire une sorte de maillage pour avoir les uns, les unes, les autres, s'apporter des choses différentes. Oui, mais pour l'avoir fait, en fait, je sais qu'économiquement, c'est pas viable. C'est-à-dire que tant qu'on est dans un monde monétaire, salarial, on a besoin... En fait, ce qui tient tout ça aussi, typiquement, l'impôt a toujours été une manière d'attacher les gens au marché, historiquement. C'est-à-dire que parce que les impôts ils devaient être payés en argent, les paysans, par exemple, devaient revendre une partie de leur récolte pour acquérir de l'argent. Non pas qu'ils voulaient avoir de l'argent, puisque ça n'avait pas forcément plus d'utilité que l'alimentation qu'ils avaient produite, mais parce que les impôts étaient collectés en argent. Donc, plus vous avez de contraintes à devoir payer en argent, ou à devoir échanger en argent, plus effectivement vous avez du mal à mettre en place cette économie concrète, en fait, cette économie du travail et de la consommation. Je ne dis pas que c'est facile du tout, je sais bien, et je pense qu'on est plein de gens à tenter des choses ici, je sais bien que c'est très difficile. Oui. La question de la place aussi, elle est hyper importante. C'est vrai qu'ici, par exemple, il y a des ateliers de réparation de vêtements qui ont lieu de temps en temps. Mais c'est aussi quelque chose, on parlait de la responsabilité des institutions, etc. Il y a un bouquin sur l'architecture féministe que je trouve bien, de Dolores Hayden, où elle montre aussi que justement, il y a eu la fiscalisation qui a, par exemple, c'était aux États-Unis encore ces exemples-là, qui a fait que tout le monde allait plus vers des habitats hétéronormés, famille nucléaire en banlieue. Et que du coup aussi, comment l'espace se réduit, et en effet, quand on n'a plus la place de pouvoir produire, stocker, etc., ça enlève une partie des possibilités, et qu'en parallèle, il y a le développement du commerce, etc., et d'autres choses. Et c'est du coup, on voit aussi qu'encore une fois, c'est structurel. Donc la question, c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, il faut que ça se réponde aussi, c'est une question collective. C'est aussi le rôle de l'urbanisation. Le consumérisme s'est beaucoup développé grâce à l'urbanisation, c'est-à-dire la réduction, la limitation des espaces de vie, le non-accès à la terre, évidemment. J'ai une question sur, je ne sais pas si tu as réfléchi à ce sujet-là, l'espace politique qu'il y aurait pour parler vraiment du consumérisme. Aujourd'hui Ouais, typiquement en France, pour rester ça. Je ne suis pas sûr que ce soit un sujet qui soit très discuté. Enfin, je ne crois pas. Dans les programmes politiques, dans les sujets, je suis pas sûr que ça va souvent. Et ça m'a fait penser à l'affaire du dévendeur. Peut-être entendu parler avec la bonne. Il y avait une campagne de publicité pour vous faisait croire qu'ils vendaient. En fait, ils venaient pour dévendre, pour dire en fait, vous n'avez pas besoin de venir dans votre magasin pour acheter, vous pouvez récupérer, réparer. Ça avait fait un tollé. Et le gouvernement était intervenu pour enlever la pub. Je sais pas, ouais. Comme épisode d'ailleurs. Mais... Alors pour développer juste cet exemple-là, vous avez peut-être vu, je sais plus, c'était l'année dernière ou en début d'année, l'ADEME a fait une série de spots mettant en scène un dévendeur, c'est-à-dire un mec qui ressemble à un vendeur, mais qui en fait dissuade les gens d'acheter en rayon. Sauf que il dissuade pourquoi? C'est intéressant de noter, ce spot a fait un méga scandale, mais j'explique qu'il n'y a qu'un seul spot en fait qui a fait un scandale. Il y avait 4 spots. Un où le dévendeur dit non, n'achetez pas loué. Un où il dit non, n'achetez pas du neuf, achetez du reconditionné. Et un autre, il dit non, n'achetez pas un nouveau, faites réparer. Et il y en avait un 4e où il dit juste n'achetez pas, vous en avez déjà à la maison. Évidemment, c'est sur les vêtements. Et c'est ce spot-là qui a fait scandale. Le MEDEF et tout s'en est mêlé, enfin, ça a été un truc incroyable. Pourtant c'était un petit spot pour moi c'est typiquement de la communication qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire communication contre communication, injonction contradictoire. Pour moi c'était pas du tout quelque chose de subversif, mais ça a fait un tollé. Et évidemment celui qui a fait tollé, c'est celui qui dit n'achetez rien du tout.
Pourquoi? Parce qu'on voit bien que reconditionner, réparation, location, c'est des autres secteurs économiques. Donc ça permet de maintenir cette logique dont on parlait au début, à savoir, certes, un marché disparaît, mais on en crée d'autres. Donc voilà, il y aura peut-être moins d'achats de neufs, mais il y aura d'autres modèles économiques, et donc ça va créer de l'emploi, et on va continuer à croître, et tout ira bien. Donc voilà, c'était surtout ce spot-là qui avait choqué. Sur la question de pourquoi l'anticonsumérisme est délicat politiquement, je dirais que c'est parce qu'on a beaucoup de mal à assumer de dire qu'il y a un problème avec le confort. Parce que ça a été une conquête de classe aussi, d'accéder à un logement, un chauffage, des vêtements, de la nourriture diversifiée. C'est aussi la sortie d'une certaine modèle de pauvreté. Donc c'est compliqué pour la gauche de remettre en question ce confort-là. Peut-être. Et c'est pas pour rien que quand on parle écologie, on tombe tout de suite sur des débats de classe. Et que l'écologie passe pour une écologie bourgeoise aujourd'hui. Bon, notamment pour ces choses dont on a parlé, hein, à savoir que, comme je disais, les produits écolos sont des produits déjà, hein, les produits verts sont des produits, scoop, mais que c'est en général des produits plus chers, puisque l'offre toxique qu'ils sont censés remplacer est maintenue sur le marché moins cher. Donc, à mon avis, c'est pour ça. C'est que c'est délicat pour la gauche de remettre en question ce qui semble être une conquête sociale et un progrès social majeur. Tu penses qu'il y a quand même un espace politique de parler de consumérisme, de remettre en question sans remettre en question la consommation? Sans remettre en question, pardon? Sans remettre en question le confort dans le sens primaire, pas acheter. Pour moi, en fait, ce débat-là, je l'entends, hein, mais il peut être facilement dépassé dans la mesure où tous ces modèles alternatifs dont on parle, c'est pas les riches qui les ont inventés. Hein. Ces modèles de réparation, de dons, d'autoproduction, en fait, ça a toujours continué à exister, en général, par du fait de la contrainte économique. Et donc, c'est pas du tout la réparation, le recyclage, l'occasion, c'est absolument pas des inventions... de l'écologie bourgeoise. Maintenant, elle s'en est accaparée le mérite, mais c'est absolument pas... c'est très récent. C'est très récent, et là aussi, on est pris par des imaginaires qui vont trop vite, en fait. Voilà, donc je pense que c'est un élément de réponse. Je reviens. Pour rebondir là-dessus, moi, je suis architecte. Je suis été passionné d'architecture authentiquement écologique, aka low-tech. Parce qu'à partir du moment où il y a du high-tech, de la haute technologie, il ne faut pas se raconter l'histoire. On est déjà dans une espèce de truc qui ne va pas ensemble. Alors on dit l'idéal du futur, c'est de combiner les deux. Or, comment on fait? Moi j'ai l'impression normalement qu'on est dans un cul-de-sac. C'est-à-dire qu'on a l'État qui bloque, on a un système d'autorité qui empêche les lois d'évoluer, puisqu'en fait on sait faire de l'architecture écologique qui ne coûte rien, qui coûte pas cher, qui coûterait quasiment seulement la main-d'œuvre et voire location de l'outillage. On a l'analyse du cycle de vie d'un bâtiment, de la construction à la livraison et après, jusqu'au recyclage des matériaux ou à l'upcycling. Mais en fait, moi depuis que j'ai fait mes études en 2008, ce que je vois c'est du greenwashing. En fait, il y aura toujours des gens qui ont besoin de vendre des produits alors qu'en fait, on sait construire. Tout est ancestral. C'est pas avant-garde, c'est rétrograde, c'est-à-dire qu'on a déjà tout, on sait déjà ce qu'il faut faire. Il y a déjà eu plein de modèles qui ont été expérimentés, notamment dans les années 60-70, de communautés, de vivre différemment, etc., en se basant sur le troc, mais le troc de service aussi, troc de savoir-faire, et de construction en communauté, etc. Le problème, c'est qu'à bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a une micro-société avec des hiérarchies qui se remet en place automatiquement, avec des dominants et des dominés. Peu importe. Du statut social initial de la personne. C'est un peu comme un truc tribal chez l'humain. Et si on va fouiller très profond, le capitalisme, en soi, à la base, n'est pas forcément un terme négatif, dans le sens où on peut capitaliser des connaissances, capitaliser des savoir-faire, etc. On cherche à s'enrichir intellectuellement, on cherche à s'enrichir de soi, savoir-faire pour être le plus autonome possible. Mais la société actuelle, les politiques actuelles empêchent tout ça. Coupure budgétaire par rapport au traitement du changement climatique et de l'écologie. Il y a un éco-négationnisme de la part des pouvoirs publics et des pouvoirs politiques qui crée une incohérence complète et qui ne permet pas de faire comprendre à des gens qui, par exemple, sont dans d'autres imaginaires ou
où on peut croiser tous les jours des gens pour qui l'objectif c'est d'avoir la dernière paire de Nike à 200 balles, le sac Louis Vuitton et compagnie. Comment... Moi j'ai fait un mémoire sur les utopies réalisables. La société en soi c'est une utopie qui est en renouvellement permanent. C'est-à-dire que la société c'est une utopie constante, qui est en constante élaboration. Et aujourd'hui, comment on fait pour concrètement, moi je trouve ça super le débat, mais les solutions, les vraies solutions, on a des solutions de petite échelle, de régionales, des choses qui ont déjà été faites dans les années 60-70 après les grandes grèves, etc. Et qui a eu un système de... Mais quand je viens de voir, c'est promis. Et quand l'État commence à faire le contrôle, qu'est-ce qu'il fait? Inflation, augmentation des salaires qui crée une fausse impression de pouvoir d'achat, mais en réalité, vu qu'il y a l'inflation qu'elle est en même temps, les gens perdent quand même. Donc comment on peut faire avancer concrètement les choses sans démolir le système capitaliste de base qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne semble pas prêt de s'effondrer jusqu'à l'épuisement des ressources? C'est à cette question-là que je dois répondre ou est-ce que je continue? Moi, comme là, on n'est plus trop dans l'ordre de questions-réponses, mais c'est plutôt... Je ne suis pas forcément dans un truc de question. Voilà, c'est ça. C'est que je me permets de réagir du coup à ce que ça m'évoque, sans forcément être dans la logique question-réponse, parce que je crois qu'on n'en est plus là. Ce que vous disiez, là, on est sur des questions d'échelle, j'ai l'impression. C'est-à-dire que... dès qu'un modèle alternatif prend une trop grande ampleur, l'État l'étouffe. Et comment on peut... Est-ce qu'il faut à tout prix viser des logiques de massifier? Parce que les problèmes viennent aussi parfois de là. À partir du moment où on veut exister économiquement à une trop grande échelle, est-ce que ce n'est pas là, justement, que se mettent en place les logiques de délocalisation, d'externalisation des pollutions, etc. Et en même temps, vous dites que... des expériences, des micro-expériences de type village, Larzac, années 70, ont pour conséquence de la remise en place de logiques de domination sociale. Ce que ça m'évoque, c'est que les techniques, les objets, ne résolvent pas des problèmes sociaux. Tout à l'heure, je disais, c'est pas un individu de résoudre un problème social. C'est pas non plus un objet. On vit dans une société, et la publicité nous le rappelle constamment, dans laquelle on présente les objets comme des grandes solutions à tous nos problèmes, que ce soit des problèmes techniques, mais aussi des problèmes sociaux. Typiquement, les produits menstruels ont émancipé les femmes. Mais oui, bien sûr. Les marques de produits menstruels ne disent que ça. Que grâce aux serviettes hygiéniques, on a pu se libérer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, il est peut-être plus confortable de marcher avec un tampon qu'avec un linge menstruel dans une ceinture, certes. Mais est-ce que les gains de mobilité sont des gains de liberté? C'est-à-dire, je développe un peu cet exemple pour que vous voyez où je voulais en venir. Typiquement, ce n'est pas parce qu'on porte une serviette hygiénique ou un tampon qu'on va avoir accès au marché du travail masculin. Ce n'est pas parce qu'on porte une serviette hygiénique et un tampon et que donc on marche avec aisance qu'on va pouvoir aller dans les espaces publics plus facilement si on est une femme, etc. Historiquement, les marques de produits menstruels ne se sont jamais engagées pour le droit des femmes. Pourtant, le XXe siècle, il y avait quand même plein de choses à faire. Droit à l'avortement, droit de vote, droit d'avoir un compte bancaire, tout ce que vous voulez. Au contraire, on trouve même des publicités qui ridiculisent certaines postures féministes. Donc, et pourtant, les marques de produits menstruels disent que les serviettes hygiéniques ont permis aux femmes de s'émanciper, de mener la vie qu'elles mènent aujourd'hui, parce que c'est plus facile d'acheter et de jeter des serviettes, en gros, que de s'occuper de nos linges menstruels. Ça, c'est un exemple dans lequel un objet technique est présenté comme une solution à un problème social. Et souvent, quand je fais des critiques des produits menstruels, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ouais, mais vous vous rendez pas compte, ça a été une révolution, vous avez toujours grandi avec ça. En fait, nous, ça nous a libérés d'un modèle rétrograde où déjà on avait du mal à se déplacer, on sortait pas trop quand on avait nos règles, et en plus on devait entretenir nos linges, c'était fatigant, etc. » Pareil pour, je sais pas moi, les couches pour bébés. Ah, vous critiquez les couches, mais vous vous rendez pas compte ce que c'était que de laver de la merde, de s'occuper des bébés, etc. Soit, je ne suis pas en train de dire, quand je fais ces critiques, qu'il faut revenir, hein, c'est toujours le mot qui m'énerve aussi, revenir à ce modèle technique et social. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on a inventé les couches, les serviettes hygiéniques, les machines à laver, que les femmes ont été libérées des tâches domestiques. Ça, c'est de la publicité. Moulinex libère les femmes. C'est qu'à côté, il y a eu des luttes
grande lutte pour plein de droits féministes que les entreprises n'ont jamais soutenus, au contraire. Là, je pourrais développer des exemples sur le caractère rétrograde de ces entreprises. Et donc, ces deux histoires parallèles de conquête féministe et de développement technique, il ne faut pas non plus les associer aussi strictement. Et c'est très clair parce qu'on observe qu'aujourd'hui, le travail domestique reste encore majoritairement féminin. Pourtant, on a des machines à laver, des serviettes hygiéniques, des couches pour bébés. Alors, les couches sont plus faciles à changer, mais ça reste les femmes qui les changent. Donc le problème, il est là. Donc ça pour dire qu'une solution technique ne résout pas un problème sociopolitique. Et je pense que c'est un petit peu la même chose avec votre histoire de bâtiment. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on a des bâtiments low-tech, qu'on a fait des chantiers participatifs pour les élever, qu'à l'intérieur, les formes de coexistence sociale seront émancipées de tous les systèmes de domination qui pèsent sur nous au XXIe siècle, que ce soit le sexisme, le racisme, le patriarcat, et j'en passe. Ok ? Donc je pense qu'il faut pas, qu'il faut être capable de distinguer les deux, et du coup de ne pas se dire « Ah bah oui, la low-tech n'a pas résolu tous nos problèmes sociaux ». Bah non. Bien sûr que non. Mais c'est parce qu'elle n'est pas autorisée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des lois qui vous limitent énormément dans l'autoconstruction, qui limitent l'usage de certains matériaux, qui ne valident pas, ce sont les faiseurs de loi qui font la pluie de beau temps. Et c'est l'État qui régit comme ça jusqu'en bas. Et en fait, on a beau savoir ce qu'il faut faire, on a beau savoir quels matériaux il faut utiliser, remplir des cahiers des charges, derrière ça, on a des bâtons dans les roues pour faire les choses qui devraient être faites depuis longtemps pour s'aligner avec une volonté de décroissance et de décarbonisation et de stockage du carbone. Ok, alors là c'est un autre sujet, qui sont les lois sur lesquelles je ne suis pas forcément compétente. C'est un sujet sur lequel on peut mettre en parallèle, mais qui ne touche pas que la femme, qui touche vraiment l'humain dans son essence, dans la pyramide de Maslow, avec les besoins d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Et du coup, on est quand même dans un paradoxe poussé ultime, avec des coûts de matériaux qu'on bondit ces dernières années, de la main-d'œuvre qui coûte de plus en plus cher, une inflation générale, enfin voilà, un pouvoir d'achat diminué, donc l'accession à la propriété est devenue de plus en plus difficile, là plus la spéculation immobilière, et en fait, l'État ne favorise absolument pas un changement sociétal. Donc, comme vous dites, l'individu ne peut pas résoudre tout seul, c'est aux collectivités, c'est à l'État, c'est au pouvoir public de résoudre ça. Or, tant qu'ils ne font pas le travail d'ouvrir les choses et eux de revenir en arrière sur certaines choses, comment peut-on faire ? Ok, bah je suis partie sur un truc complètement à côté. Moi, je réagissais plutôt à ce que vous disiez sur la perpétuation des modèles de domination dans des espaces alternatifs économiques. Sur ce qui est sur les lois, sur le bâtiment, je ne suis pas compétente. Désolée. Est-ce que le low-tech serait une espèce de solution ? Est-ce qu'il y a des solutions concrètes à des logiques de domination ? Est-ce qu'il y a des solutions concrètes techniques, comme la couche n'a pas résolu le problème de domination masculine ? Est-ce que le low-tech pour l'habitat, peut-être, comme tu disais, idéalement, ça pourrait sembler l'être, mais est-ce que ça ne serait vraiment pas... Il y a un peu de des grands récits, peut-être de l'éducation, il y a un travail de fond à faire qui n'est pas que sur des solutions, même si c'est des solutions très, très louables, je veux dire, du travail, des solutions qui ont été pensées par des spécialistes, je parle d'architectes, etc. Il y a certaines pratiques concrètes, il me semble, tout ce qui serait solution concrète, en fait, elles en sont au problème actuel, il me semble. Il y a une réflexion d'ensemble de fond qui doit être menée, et on peut pas... Moi, il me semble qu'une solution qui n'en est pas, c'est la philosophie. Non, mais voilà, je pense que vraiment, il y a quelque chose, sans qu'on n'aura pas revu de fond en comble, il n'y a pas de solution concrète. Je fais juste un petit point de timing, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Du coup, peut-être que s'il y a encore 2-3 questions, puis ce qui est bien, c'est qu'après, on passe la soirée là, toutes et tous ensemble. Et du coup, on va pouvoir parler au bar, on va parler en dansant, etc. Peut-être qu'on fait un petit point sur d'autres personnes qui veulent prendre la parole. Ok, bah vas-y. Après encore. Vas-y. Okay. C'est quoi le rôle de la monnaie unique dans l'obsolescence programmée, le consumérisme? Parce que là, la monnaie unique, vous entendez quoi? Dans ma tête, ça fait euro. La monnaie unique, le marché européen. L'euro pour l'échange des produits, du coup, on mondialisé, alors que là, ce qui a été proposé comme solution, c'était plutôt revenu au local.
Oui, alors le fait de faire des monnaies uniques sur des espaces de plus en plus grands permet d'unifier des marchés, en fait. C'est pour ça qu'on appelle le marché européen. Hein, et ça, ça sert à ce que les choses circulent plus facilement, à limiter les taxes, toutes les barrières à la circulation des marchandises, et donc à créer un marché sur lequel il y aura plus de produits, puisque vous pouvez acheter des produits plus facilement, des produits venant de différents endroits. Donc on dit que ça unifie le marché, mais ça sert aussi et surtout à le massifier. Et ça s'est mis en place comment Pour l'euro spécifiquement? Non, pour le dollar par exemple, ou la mondialisation, on parlait des... Là, je suis désolée, je ne suis pas compétente. Non. Vas-y Dan, si tu veux. J'ai étudié un peu les monnaies locales. Aussi, c'est un outil de domination, la monnaie unique. Parce que qui émet la monnaie? Ouais. Quelle monnaie devient unique? Pourquoi, comme par hasard, le dollar? Parce que, normalement, la monnaie devrait être... la création monétaire devrait être votée au Parlement. Aujourd'hui, la monnaie qu'on utilise, l'euro, elle est créée par la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, et c'est décidé par, je pense, la Commission. Enfin, c'est pas il n'y a rien de démocratique là-dedans, quoi. Et l'idée des monnaies locales, c'est aussi de reprendre un certain pouvoir. Enfin, je ne sais pas si vous avez parlé de ça, mais pourquoi il y a des gens qui créent des monnaies locales, c'est de reprendre un certain pouvoir sur la création monétaire, alors qui est très limité aussi, puisqu'on est obligé de s'adosser. On n'a pas le droit, en fait, de battre monnaie. L'idée, c'est de reprendre un certain pouvoir sur la création monétaire. Qui crée la monnaie, qui a le droit d'utiliser, qui a le droit de spéculer dessus. Qui a le droit de spéculer dessus. Et ce qui est en train de se passer aussi avec les monnaies virtuelles, c'est que le jour où on estime que vous ne pensez pas bien au point, on peut vous couper du jour au lendemain. Parce que quand on a encore de la monnaie papier, c'est plus compliqué. C'est une certaine liberté qui est en train on essaye là, de supprimer avec tout ce qui est en train de se faire sur les monnaies complètement virtuelles. Même le système de la carte, là, on paye maintenant tous, on passe la carte comme ça, on perd le rapport à l'argent, justement, à la monnaie, à l'argent physique, les pièces avant qui étaient du métal. Donc c'était quelque chose de compliqué un peu à faire, la monnaie, donc la valeur était aussi matérielle. Matérielle. Et l'or, pourquoi on a utilisé l'or comme étalon pendant très longtemps? Parce que l'or c'est quelque chose c'est le matériau le moins inaltérable. Corrosé. Voilà, inaltérable, c'est le plus inaltérable. Donc il y a une certaine idée aussi d'éternité dans l'or, de divinité, de quelque chose d'éternel. C'est surtout le plus rare et le plus précieux. Oui, rare, oui, mais précieux parce que... Rare, ça dépend à quelle époque, ça dépend dans quel contexte. Même aujourd'hui, il est toujours... oui, la rareté fait le système du Bitcoin, il est basé sur la rareté, du fait qu'il y a un nombre limité de Bitcoin qui vont être créés. Aujourd'hui, la domination du dollar, je finis là, elle est aussi faite parce que les États-Unis impriment des dollars. Quand ils ont besoin d'argent, ils impriment des dollars. Ils ont externalisé le droit américain, c'est-à-dire que les gens qui utilisent du dollar sont soumis au droit américain. La BNP, il y a quelques années, il y a eu un scandale. La BNP a dû payer une amende. Elle a eu un procès parce que c'était sur une affaire qui avait été traitée en dollars. Une société leur a fait un procès, ils ont dû payer. Ils utilisaient du dollar, c'était le droit américain qui s'appliquait à eux. Voilà, merci pour cette réponse. Je vais encore après. Allez-y. Hein. Vas-y. C'est aussi de revenir sur les pistes, pour revenir au sujet de votre intervention sur l'obsolescence, le consumérisme, etc. J'ai souvent dit, si on intègre au prix de vente ce qu'on appelle les externalités négatives de l'économie, les choses pour le coup se renversent. Par exemple, quand vous avez parlé du bio, vous dites que le bio c'est cher, etc. Mais les conséquences sont moindres. Oui. C'est le principe du pollueur. Vous voulez imaginer un principe du pollueur-payeur appliqué dans le prix des articles. Pas trop vocabulaire parce qu'on reste dans une logique de marché, mais c'est juste de dire si on inclut le prix réel, enfin le coût réel de la production
production d'objets cheap. Tu peux venir sur mes genoux si tu veux. Tu veux venir sur mes genoux pour la fin, mais tu bouges pas. Et aussi, on revient à des choses plus basiques. Je me dis, oui, le bio, c'est inaccessible, il y a que les classes plus favorisées qui peuvent se payer. Et en fait, dans les années 50, la nourriture, c'était le premier poste de dépense des ménages. Et aujourd'hui, il est après les loisirs. Ce qui est extrêmement valorisé. On en revient à la question de pourquoi la gauche a du mal à s'approprier l'anticonsumérisme. Ça, c'est valorisé, par exemple. Le fait qu'on dépense moins pour la bouffe, c'est présenté comme un grand progrès social. C'est-à-dire qu'on a accès à d'autres choses, qu'on est moins dans l'urgence alimentaire. Alors qu'en réalité, on pourrait se demander si c'est pas plutôt catastrophique, en fait, qu'on ne dépense pas de la bouffe à la hauteur de ce que l'exigerait notre santé et notre bien-être, pour après garder toute une partie pour des dépenses de type loisirs, équipement de la maison, etc. Et du coup, voilà, ma question, c'est est-ce que vous avez travaillé sur, je sais pas, des tentatives politiques d'inclure les coûts non. Non, je sais que ça existe. Mais ça me paraît très difficile à calculer. Et à mon avis, on risque de retomber dans ces problèmes de pollueur-payeur, c'est-à-dire que ça crée des marchés d'échange de droits à polluer. Mais non, je ne suis pas vraiment spécialiste. Par contre, ce qui m'intéresserait, moi, beaucoup, en tant que militante anti-pub, c'est la visibilisation des coûts de publicité et du marketing. C'est-à-dire que quand on achète certains produits, on achète du marketing. On paye des marketeurs. On sait très bien que dans la SAP ou dans l'électronique, les ouvriers, les gens qui fabriquent la chose, les gens qui extraient, les mineurs, etc., sont surexploités, qui ne sont pas payés, voire qui sont esclavisés, ou très très peu payés. Et que par contre, le prix très élevé de ces produits est lié à la création marketing, au design, à la publicité, etc. Donc tout l'argent va à ces travailleurs-là, qui sont des cadres, des pays riches, etc. Et qui sont très bien payés. Alors que les ouvriers, pas du tout. Donc moi, ce qui m'intéresserait, ce serait qu'on puisse visibiliser ce qu'on paye en pub en achetant un produit. Et on verrait que c'est une majeure partie de la dépense pour énormément de produits. Ça serait intéressant, je pense, aussi pour que les gens reconsidèrent leurs dépenses. Et puis pour que on pose cette question de l'injustice, en fait, dans le rapport au travail, quoi. Pourquoi ces métiers-là qui ne sont pas ceux qui créent la richesse au sens de la chose qui satisfait vos besoins? Pourquoi c'est ces métiers-là qui sont les mieux rémunérés? On prend une dernière réaction. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer, juste pour voir à peu près... Bon, le reste, ça sera du coup après au bar. Vas-y, pour conclure peut-être avec toi. Je travaille que sur ça. C'est que sur ça. Juste un petit nez. Un anti-pédation. On parlera après. La nouveauté. Je ne travaille que sur ça. Je suis désolée de me rendre compte que ce n'est pas du tout clair. Si la question se pose à la fin. Je travaille effectivement sur les discours de justification de l'obsolescence. J'en ai présenté le consumérisme, c'est-à-dire l'idée que c'est bon pour l'économie, que si vous renouvelez pas sans cesse la demande, ça va être la crise et tout va s'effondrer et ça va être tragique. Donc ça, c'est un exemple d'un discours de justification, mais il en existe énormément. Il y a des gens qui sont payés pour faire ces discours-là. Clairement, les communicants sont aussi payés pour produire des discours de réponse à la critique. Et donc, l'autre que vous proposez, cette idée que les humains sont naturellement attirés par la nouveauté, on le retrouve très souvent. Mais ce qui est intéressant, c'est de se demander quels humains sont intéressés par la nouveauté, qui sont ces consommateurs et plus souvent ces consommatrices qui sont passionnés de nouveauté. Et là, en général, vous tombez sur la reproduction de modèles discriminants. Typiquement, moi, je vous ai parlé de la figure de la femme passionnée de nouveauté. Il y en a plein. Mais oui, bien sûr, vous trouvez énormément de discours. Moi, j'appelle ça des discours marchands, puisque le but, c'est de justifier une production, de susciter des investissements, soit de vendre des produits, soit aussi d'attirer des investisseurs, puisque quand on parle de nouveaux produits, souvent des produits qui n'existent pas. Donc il s'agit de faire des promesses de nouveaux produits qui vont bientôt arriver, révolutionner la vie du monde entier et satisfaire toutes nos demandes.
pour attirer des financeurs qui vont financer cette entreprise de produits qui n'existe pas encore. Donc oui, ces discours-là de justification, il en existe énormément. Et j'espère que vous avez compris que c'est là-dessus que je bossais. C'est une bonne conclusion. En tout cas, comme ça, on est sûr que on est sûr que le message est passé. Merci beaucoup, Jeanne. Merci à toutes et à tous.